Nous allons passer, j'espère que Emanuele Coccia est toujours là. Oui, voilà, sur l'écran, en petit. Bravo, bienvenue à nouveau, Emanuele. C'était un plaisir de discuter ensemble déjà ce midi. Maintenant, je vous invite sur scène, sur écran, à nous parler de votre ami Alessandro Barrico. Vous avez la parole. Merci. Merci. Monsieur le Président, chers membres du jury du prix européen de l'essai Charles-Veillon, mesdames, messieurs, cher Alessandro, permettez-moi de commencer la date avec une courte histoire. Un jour non précisé du début des années 50 du XVe siècle, qui par convention est fixé au 23 février 1453, à Mayence, le premier livre imprimé occidental voit les jours. Il s'agit de la Bible latine à 42 lignes. Il n'est certainement pas nécessaire de rappeler au public de la cérémonie d'un prix qui porte sur un essai l'importance de cet événement. Sans ce Big Bang, nous ne serions pas là. Et pourtant, la portée stellaire de cette invention, apparemment anodine, ne fut pas immédiatement claire à ses contemporains. Il aura longtemps manqué une clé de lecture, un point de vue réflexif sur ce qui s'y était en train de se passer, une cartographie qui puisse leur faire comprendre pourquoi, par exemple, au-delà des effets de mode, 40 ans plus tard, dans les quartiers de Sant'Agostino à Venise, un humaniste italien s'empressait à inventer des nouveaux caractères typographiques, comme l'italique, qui permettait une communication plus intime avec les lecteurs, l'équivalent à l'époque d'une notification WhatsApp, ou les nouveaux formats en octavo, beaucoup plus maniables et précurseurs du livre des poches. Mais aussi et surtout de réverser dans ces nouveaux médias toute la culture classique, Aristote, Aristophane, Sophocle, Pindare, Strabon, Échille, Galien, et des formes de culture contemporaine assez punk et très surréalistes pour l'époque, comme pouvait l'être l'hypnoautomachie à Polyphilie en 1499. Pourquoi, se demandaient beaucoup d'universitaires à l'époque, pourquoi transférer les institutions sacrées de la culture à l'intérieur des dispositifs si glamour et à la portée de toutes et de tous, car terriblement moins cher. Soit dit en passant, on oublie toujours que pour produire une Bible de grand format, à l'époque, il fallait tuer 650 moutons. En fait, vous imaginez, la parole de Dieu était sacrée aussi parce qu'elle était littéralement un sacrifice, mieux un génocide ovin bien supérieur à celui de la consommation alimentaire de la viande. La réponse la plus claire à la révolution en cours se trouva dans un événement qui ne put jamais avoir lieu, car finalement interdit, organisé par la plus originale et étrange des figures de la culture italienne de l'époque, le pic-comte de la Mirandole. En décembre 1586, cet érudit italien, qui venait de kidnapper une fille dont il était tombé amoureux, proposa de discuter 900 thèses tirées de toutes les traditions dont on avait connaissance et de les discuter comme dans une sorte de festival ou de jam session en solo face aux notables de la grande institution qui avait à l'époque la tâche de transformer la vérité en mesure de droit, c'est-à-dire l'Église catholique. Avec ces gestes, Picot montrait que l'invention de l'imprimerie n'était pas une cause, mais l'effet d'une vision du monde, d'un projet qui porte sur l'existence humaine. L'imprimerie, on répète souvent, a permis de diffuser et de divulguer la vérité partout, à tout endroit et à tout individu. Lui, il démontrait que la vérité avait déjà dû avoir été partout, dans toute culture et à toute latitude, à tout moment. Et c'est pour cela qu'il est possible de la transmettre. La vérité, elle est simple fait de sa transmission. L'imprimerie, on nous a dit, transforme la culture. Elle ouvre une troisième voie bien au-delà de la position entre écriture et oralité. L'écriture devient plus immédiate, plus rapide, plus réelle que la communication orale. Elle devient une forme d'oralité augmentée. D'autre part, l'oralité aussi change des statuts. Elle se libère du poids de la tradition, de la nécessité d'être le lieu du commandement pour se faire l'espace de la convivialité. On dirait aujourd'hui de l'happening. L'imprimerie libérait la vie humaine de toute détermination préétablie, de toute nature ontologique, et la rendait indéterminée, protéiforme, infiniment plastique. Et c'est exactement cette image que Pic de la Mirandole sut sceller dans la courte introduction à cet exercice de vérité performé qui malheureusement n'a jamais eu lieu.
C'est cette histoire qui m'est venue à l'esprit la première fois que j'ai eu dans les mains les livres d'Alessandro Baricco qui fait l'objet de votre reconnaissance cet après-midi. Pic avait offert l'intelligibilité du temps à ses contemporains et avait renversé ce qui semblait être un hasard technique dans la conséquence d'une volonté anthropologique plus originaire, la volonté d'être libre. L'imprimerie est la conséquence de ce désir de liberté et de la conscience que la vérité est dans toute culture et dans toute tradition, et pas juste dans une seule d'elles. De la même façon, je voyais les livres qu'on célèbre aujourd'hui comme des gestes qui, exactement 40 ans après la commercialisation de Space Invaders, nous donnaient enfin l'intelligibilité de notre époque. Internet n'est pas les fruits contingents de recherches militaires ou des recherches techniques, il est les fruits de ce que les historiens de l'art appelleraient un Kunstwollen, une volonté artistique, un désir d'art. Il est intrinsèquement un produit culturel qui doit être analysé avec les outils de l'histoire de l'art, et plus précisément avec les outils de l'histoire du jeu, c'est-à-dire du plan où l'humanité construit une innocence qui va au-delà du bien et du mal. Ces gestes m'ont paru à la fois décisifs et bouleversants, mais surtout libérateurs, car s'inscrit dans une horizon qu'on pourrait appeler post-critique. Or, les débats publics contemporains étaient à cette époque, et l'est toujours aujourd'hui, marqués, hantés par ce qu'on appelle critique, c'est-à-dire une hypothèse métaphysique et spéculative sur la relation entre le mal et la réalité. Toute réalité technique, on nous dit, est dans son être l'incarnation d'un mal social, pour des raisons différentes et variées. D'un point de vue historique, cette idée, la critique, relève d'une tradition morale qui a besoin d'absolutiser le mal. Elle est une sorte de cacologie, une doctrine qui arrive à penser les mal comme plus réels, plus évidents, plus puissants que les biens. Si la morale traditionnelle de Platon aux chrétiens considérait les mal comme une négation de l'être, comme quelque chose de dérivé, de secondaire, d'accidental par rapport à lui, la critique semble au contraire penser les biens comme une privatio mali, un accident du mal existant. Les biens est un faible halo qui entoure les réels. Et dans l'horizon critique, malheureusement, la pensée devient l'exercice infini de formulation d'un exorcisme. L'effort de trouver la parole pour chasser les mâles. L'effort d'inventer des formules pour repousser un démon. C'est contre ces exorcismes que Baricco m'est libéré avec un exercice d'anthologie. La réalité et la réalité du game n'est pas un univers immédiat moral. Il faut donc la décrire avant de la juger. C'est pour cela qu'il faut privilégier la géographie, ou comme parfois il dit, l'archéologie, le regard d'un archéologue venu du futur, à celui de la prêtrise, qui est si aimé par l'intellectuel contemporain. Et la raison de cette liberté est, je crois, dans un aspect négligé de l'œuvre et de la personnalité de Baricco que ce prix permet enfin de souligner. L'effet que Alessandro est aussi un philosophe et peut-être l'un des plus grands philosophes du contemporain aujourd'hui, même lorsqu'il écrit des romans. Et c'est là une autre raison de la proximité avec Pico et l'humanisme italien. À l'époque, je ne connaissais pas personnellement l'auteur, mais outre être un lecteur passionné de ses romans, j'étais un admirateur inconditionné des CCC. D'abord autour de Gioacchino Rossini, autour du rapport entre musique et modernité, mais surtout des deux livres qu'on a déjà cités, c'est-à-dire des livres sur la contemporanéité, c'est-à-dire Next, un petit livre sur la globalisation, sur les mondes qui viennent, et Le Barbare, essai sur la mutation, que j'avais lu lorsque j'étais encore étudiant et doctorant en philosophie. Alessandro était à l'époque une espèce de divinité. Il était déjà un romancier célèbre. Je rappelle que ma sœur aînée ne faisait que parler de lui pour me dire à quel point on ne pouvait pas parler de littérature. Je ne pouvais pas parler, je n'avais pas le droit de parler de littérature si je ne lisais pas du Baricco, mais aussi quelqu'un de parler des littératures, des musiques et en fait de n'importe quoi à la télé avec une force hypnotique assez impressionnante. On a expérimenté ces matins. Alessandro serait capable de convertir Trump au communisme et Poutine au libéralisme en quelques minutes. Et il était, à mes yeux, aussi et surtout un grand philosophe. On en parle très peu, mais Baricco a étudié à Turin, l'école philosophique qui a formé tous et toutes les grands philosophes en Italie. Parison, Eco, Vattimo, mais aussi Ferraris et justement Baricco. Exactement comme Pic ou comme son ami du cercle florentin Policien, Baricco avait compris que la philosophie ne peut pas se limiter à un seul genre littéraire.
Elle pouvait et elle doit pratiquer les romans, l'essai, les missions télé sans aucune préférence pour un genre ou pour l'autre. De décennies avant l'invention, d'ailleurs assez maladroite, de ce qu'on appelle pop philosophie, Baricco m'avait démontré en première personne que l'amour et la passion pour les savoirs, ce qu'on appelle la philosophie, commencent seulement avec l'affirmation de cette liberté rhétorique de la pensée. Il n'y a pas de véhicule privilégié de la vérité et l'essai avec les notes en bas de page est seulement l'un des infinis choix possibles d'écriture philosophique. Platon n'écrivait pas des comédies et Nietzsche des aphorismes. Et connaissez-vous Diogène d'Oinoanda, le philosophe punk de l'Antiquité tardive qui écrivait des traités philosophiques sur les murs? Oui, il taguait non pas juste des aphorismes, mais des vrais chapitres de philo sur les murs de la ville. Bref, Baricco paraissait porter aux extrêmes conséquences l'idée de cette liberté rhétorique, de liberté stylistique qui était au fond une forme de radicalisation et de renversement de la thèse que Gianni Vattimo et Lyotard étaient arrivés à penser, mais encore avec un langage trop lié au XXe siècle. En effet, ce que les postmodernes a créé n'est pas la fin des récits ou la fin des vérités, mais leur multiplication infinie, non seulement dans les contenus, mais aussi et surtout dans les formes. La vérité est partout, la vérité peut prendre n'importe quelle forme, car toute vérité n'a pas besoin d'un seul médium pour être véhiculée. Il y avait cette libération stylistique de la pensée, mais qui n'avait pas besoin forcément de nier les passés pour affirmer les présents. Cette liberté stylistique dans l'œuvre de Baricco, du philosophe qui avait choisi aussi de penser par les biais du roman, rappelait la célèbre épître qu'Épique a envoyée à Romola Barbaro. Mais la libération du récit n'était pas juste stylistique, elle est aussi et surtout ontologique. D'une certaine manière, les games dont ce livre nous parle est une radicalisation extrême de cette liberté du récit, liberté de la narration. Car les jeux du game est un récit qui ne passe plus par la parole, qui ne s'oppose plus à la matière, est un mythe qui ne se bat plus contre la technique, mais qui investit des morceaux de réalité qui rentrent dans les machines et en deviennent l'âme. La technique n'apparaît plus comme quelque chose de purement humain qui surgit des manques biologiques. Ce n'est pas la technique qui a une influence sur nous, comme les théoriciens du déterminisme, comme Hitler en Allemagne ou Ellul en France affirment à la suite des guerres. C'est nos récits, nos mythes, nos volontés artistiques qui ont une influence sur la technique. Et la technique est donc toujours un fait esthétique. C'était une thèse claire dans Barbare et dans Nex, mais pour les games, pour l'outre-monde Internet, c'est encore plus évident. Car, comme Baricco le démontre de manière définitive, l'origine, le paradigme de cet univers est celui du jeu. Plus précisément, les games seraient les lieux où les jeux cessent d'être du côté de la pure fiction pour intégrer la réalité dans sa totalité. Et d'ailleurs, un videogame n'est que cela, les lieux où le jeu se fait avec la réalité et jamais en opposition à elle. Et c'est pour cela que tout videogame choisit les registres de l'immersion. Or, vous savez très bien que l'identification du domaine de l'art, c'est-à-dire du domaine de la construction, de l'autonomie et de la liberté de l'humain avec celui du jeu, est beaucoup plus ancien que celui du game. Ce fut Schiller à l'affirmer pour la première fois. Schiller était arrivé à cela car il avait compris que la subjectivité, les moi, ne peut être appréhendée ni comme une pure réalité de la connaissance, donc comme un fait purement cognitif, ni comme un pur fait de la morale, comme un acte arbitraire de la volonté. Le moi, la subjectivité, existe dans la sphère intermédiaire qui est celle du jeu, celle où la connaissance est le fruit d'une volonté et où, pour vouloir quelque chose, il faut connaître la règle et pas juste suivre un désir inné. L'art, donc, tend au jeu et il tend à transformer la réalité entière en jeu car ce n'est que dans les jeux qu'il y a une vraie liberté, une vraie autonomie. L'universalisation du jeu qui a lieu dans les games n'est donc que la tentative de fonder une liberté absolue, intégrale. Tentative bien évidemment fragile, mais réelle. Vue de si loin, l'insurrection dont Internet et les résultats donc n'est que l'accomplissement du plus beau projet du passé européen. Celui qui veut faire de la liberté l'élément de la politique
Et c'est pour cela que les jeux ont la tendance à remplacer la ville et l'État. C'est pour cela que les jeux doivent remplacer l'État. Ce même projet qui nous permet de faire surgir c'est le même projet qui nous permet de faire surgir tout ce que nous aimons. Des films, des romans, des poèmes, des œuvres plastiques, des jardins, des performances, de pièces de théâtre et des danses. Les jeux, c'est tout un monde dont nous méfions autant, nous dit Baricot, c'est un énorme musée qui attend d'être rempli. Au lieu de les combattre et de les critiquer, il faudrait commencer à l'entasser d'objets, d'histoires, de narrations, les plus belles possibles, les plus variées possibles, les plus incroyables possibles. Si les games a remplacé la ville, il faut l'habiter, il faut les peupler avec les plus de vérité et les plus d'âme possibles. N'ayez pas peur de vous y égarer, au contraire, allez-y, apportez dans les games tous vos savoirs, toutes vos émotions. Grâce à Alessandro, vous disposez désormais, et nous disposons désormais, du plan de cette nouvelle ville commune. Merci. Merci beaucoup, Emanuele, pour cette invitation et cette mise en perspective de l'œuvre d'Alessandro que vous nous avez faite.